Ok, là on utilisait le while loop. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser le for loop. On peut, on peut commenter ça. Ok. Puis on peut avoir. Là, je viens d'écrire le for loop. Donc nous créons un variable I et le type de variable I c'est integer et c'est égal à 1. Puis ça va continuer à exécuter jusqu'à ce que nous arrivons à je cherche et nous allons augmenter la valeur de I. À chaque exécution I, par exemple, dans la première exécution, I est égal à 1. Dans la deuxième exécution, I devient 2. Troisième exécution, 3, 4, 5, jusqu'à ce que nous arrivons à notre base case. Notre base case ici, c'est 5. Donc, quand nous arrivons à 5, le loop va stopper. Donc, ici, je vais essayer de compile puis run. Ok, mon factorial est égal à 120. Et si nous changeons ça en 6, ça va dire 720. Ok. Donc, c'est de cette façon que ça fonctionne. Vous savez, nous pouvons aussi imprimer beaucoup de choses. Si nous disons que int equal 0, si nous essayons de partir de 0 à, disons 150, et puis nous remplaçons cette partie, nous effaçons le factorial, parce que vous connaissez déjà comment ça fonctionne. Puis nous imprimons à l'intérieur du loop. Ok. Et là, normalement, ça va compter de 0 jusqu'à 150. Ou soit on peut compter de 1 jusqu'à 150. Peut-être que c'est mieux. Et là, ça va compter de 1 jusqu'à 150. Ok. Donc, comme vous venez de le voir, je compte 1, je compte 2. Puis quand ça arrive à 150, ça stoppe. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le loop. Ok, là nous allons passer à quelque chose d'autre. Nous allons passer à ASCII table. Ça c'est ASCII table. C'est important. ASCII signifie American Standard Code for Information Interface. Donc normalement, par exemple, quand vous écrivez A, les humains, nous voyons A, mais la machine ne voit pas A. La machine, parce que tout se passe en binaire, 0 et 1. Mais nous allons essayer d'imprimer ça parce que c'est important. Je ne vous demande pas de mémoriser les tableaux parce que ça sera trop vous demander, mais c'est juste savoir que c'est important. Je vais essayer d'écrire un code qui va imprimer les ASCII tables sur l'écran. OK.
Ok, là je viens de finir d'écrire le code rapidement. Maintenant nous allons utiliser notre CMD, Command Prompt, et nous allons compile puis run. Première étape, on compile. Ok, maintenant nous voyons toutes ces valeurs, différentes valeurs. Par exemple, nous voyons que end, le signe end c'est 38. Si on regarde dans les ASCII tables, si on clique sur 38, on voit bien que c'est end signe. Et là, ce sont les décimales. Dans cette colonne, c'est hexadécimal. Donc, c'est un peu ça. Et peut-être quelque chose qu'il faudrait signaler. Par exemple, vous voyez ici, il y a A. Donc, le A majuscule précède les A minuscules. Il y a aussi les chiffres, même les chiffres que nous voyons. 0, 0, c'est 48. Nous voyons que presque tout est représenté en... Normalement, ça, ce sont les décimaux, mais la machine va voir ça en binaire. Donc, il y a aussi possibilité de transformer ça, les décimaux en binaire. OK, ça c'est la première partie executable. Je crois que c'était important de mentionner ça. Si on rentre sur le command prompt, nous voyons bien qu'ici il y a les caractères, puis il y a le decimal value. Il y a aussi moyen de donner les decimal value, puis obtenir le caractère. Je vais vous montrer comment faire ça. OK. Comme nous le voyons encore ici, ça nous montre que la valeur de A, c'est 97 et la valeur de B, c'est 98. Et même si nous regardons, si nous cherchons 97 ou 98, 97 c'est A, 98 c'est B. Bon, comme nous venons de voir executable, maintenant je vais effacer ça. Je vais écrire un autre programme, un programme qui va prendre, par exemple, ça peut prendre soit les francs congolais ou soit les dollars. Par exemple, nous essayons de convertir dollars en francs congolais. Puis on va imprimer ça. On va imprimer ça sur l'écran. Donc, je vais essayer d'écrire ça rapidement, puis expliquer ça.
OK. Maintenant, nous allons tester en utilisant notre command prompt. OK, là, ça demande, cliquez sur 1 pour convertir le dollar en francs congolais ou sur 2 pour convertir les francs congolais en dollars. On peut commencer par 1, puis entrer. Combien est-ce que nous voulons convertir? Disons 15 dollars. OK, 15 dollars, c'est 29 400 francs congolais. Et nous pouvons faire aussi l'opération inverse. Disons 28 500 francs congolais. 28 500 francs congolais, c'est environ 14,5 dollars. Et maintenant, je peux vous expliquer les codes. Si nous revenons ici, nous avons 1 dollar et nous donnons la valeur de 1960. Donc, ça veut simplement dire que 1 dollar égale 1960 francs congolais. Et nous avons input que nous allons utiliser encore dans Scanner. Après ça, nous avons user input. Ici, nous avons l'argent. Nous initialisons l'argent à 0.0. On appelle ça initialiser. On initialise la valeur. Après ça, nous avons Scanner. Je crois que nous avons déjà vu Scanner. Ici, donc tu importes le package parce que ce package n'est pas dans l'environnement, donc tu importes ça pour pouvoir l'utiliser. Et nous allons l'utiliser, donc nous créons l'objet de ce package. Et l'objet peut être n'importe quel nom. Moi, j'ai juste décidé de garder les mêmes noms. Cependant, ici, le S est minuscule et là, le S est majuscule. L'objet ne peut pas être égal au type. Donc, je ne peux pas dire scanner, scanner. Là, ça ne va pas marcher. Mais quand j'ai scanner et le scanner avec un S minuscule, c'est différent. Ces deux sont différents. Comme nous avions vu ici, nous pouvons voir que ici, S majuscule c'est 83, mais S minuscule c'est 115. Donc ces deux valeurs sont différentes. Puis nous imprimons le message sur l'écran, nous imprimons ce message et nous savons que l'utilisateur va soit écrire 1 ou 2 et nous savons que 1 ou 2 sont des integers et nous créons, parce que nous avons déjà input et input j'ai dit que c'est integer, puis on utilise l'objet du scanner pour sauvegarder les valeurs que l'utilisateur va nous donner. Donc, c'est les valeurs que l'utilisateur va nous donner à ce point sera sauvegardé dans input. Après ça, nous imprimons encore le deuxième message pour voir le montant que l'utilisateur va essayer de convertir. Et ça sera sauvegardé dans user input. Et nous disons que c'est double. Après ça, nous avons la condition si l'utilisateur dit 1. Donc, nous allons convertir des dollars en francs congolais. Donc, nous avons l'argent. Ici, je clique sur l'argent. L'argent qui est égal à 0. Maintenant, on dit que argent égale user input, la valeur que l'utilisateur, par exemple, 5 dollars. Donc, on a 5 dollars multiplié par 1 dollar. Et normalement, c'est de cette même façon que nous convertissons. Nous convertissons donc, par exemple, 5 dollars. On prend 5 multiplié par la valeur d'un dollar en francs congolais. Et si l'utilisateur clique sur D, donc ce sera le contraire. Nous allons prendre les francs congolais, puis nous allons diviser ça par la valeur d'un dollar en francs congolais. Puis, ici, nous avons else. Par exemple, si l'utilisateur donnait une autre valeur, parce que nous nous attendons à 1 ou 2, si par exemple l'utilisateur tapait 5 ou tapait 10 ou soit tapait virgule, donc quelque chose que l'utilisateur n'est pas censé écrire, donc nous allons écrire désolé. Et à la fin, nous allons tout simplement dire que ces montants vaut, puis nous imprimons les montants.
OK? Je crois que c'était simple, vous comprenez. Maintenant, nous allons voir comment écrire un fichier. Donc, je peux effacer ça. OK. Pour écrire un fichier, nous aurons besoin d'importer différentes choses. OK. Là, je viens de finir d'écrire ça. Maintenant, nous pouvons tester, nous pouvons compile puis run. OK, ça dit, vous venez d'écrire sur ce fichier. Et si nous partons ici, voici le fichier, ça dit notre fichier. Et si nous essayons d'ouvrir, nous sommes en train d'écrire notre premier fichier à partir de Java. Et OK, je vais vous montrer là où j'avais écrit ça. Nous sommes en train d'écrire, donc le message que vous avez lu, c'est celui-ci. D'habitude, on utilise try quand on veut tester quelque chose, juste au cas où si quelque chose n'est pas bien se produisait. Donc, on essaye. Et là, vous voyez bien, nous avons file writer et avec son objet. Puis, ici, sur cette ligne, nous disons notre fichier. Ici, c'est là où nous créons le fichier. Et le fichier sera créé dans le même dossier. Ce fichier sera créé dans les dossiers où ce fichier se trouve, ce fichier de test.java. Donc là où c'est enregistré, c'est là où ce fichier aussi sera créé, notre fichier .txt. TXT, c'est pour texte. Quand on écrit dans Microsoft Word, ça c'est TXT. Mais quand on écrit en Excel, c'est CSV. Donc il y a différents formats. Donc pour celui-ci, on écrit en TXT. Puis on dit écrire.write. Puis nous écrivons notre message. Et après avoir écrit, il faut toujours fermer le fichier. Donc, il faut fermer. Après avoir fermé, nous pouvons écrire le message que tout s'est bien passé. Vous venez d'écrire sur ce fichier. Donc, tout s'est bien passé, il n'y avait pas de problème. Puis, au cas où ça ne marchait pas, nous allons imprimer ce message, une erreur s'est produite. Et on a ePrint stack trace pour essayer de tracer là où l'erreur s'est produite. Donc, c'est un peu ça, c'est juste vous donner une idée sur comment créer un fichier. Mais ça, c'est pas la seule alternative, ça, c'est pas le seul moyen. Il y a plusieurs façons de créer un fichier. Ça, c'est juste l'un des moyens de créer un fichier, mais il y en a plusieurs. OK. OK. Maintenant, je crois qu'on peut passer sur inheritance. Je crois que c'est un concept qui est aussi important, très important. Et pour expliquer ça, nous pouvons utiliser LibreOffice. Bon, je vais essayer de dessiner quelque chose. Là, nous sommes dans LibreOffice Draw. Puis je vais expliquer ça juste après.
Ok, là je viens juste de dessiner quelque chose très rapidement. Là nous avons animaux domestiques et parmi les animaux domestiques nous pouvons dire il y a le chat, les chats miaulent, il y a le chien aboie et il y a certaines personnes qui ont les lions. J'avais vu, c'est pas, il y a de cela quelques années, une vidéo où une personne avait un lion chez lui. Euh, il utilisait ces lions-là comme un animal domestique. Pour lui, le lion était un animal domestique. Donc, nous pouvons prendre cet exemple-là dans cette situation. Donc, d'habitude, on appelle ça parent class, donc la classe parent, un child class, classe enfant. Donc, ces trois sont des classes enfants de animaux domestiques. Et vous pouvez avoir autant de classes enfants que vous voulez. Donc, ça, c'est juste un exemple. Mais vous pouvez avoir un seul, deux, trois, quatre, cinq, etc. Je vais essayer d'ajouter d'autres choses, puis continuer. Ok, là je viens d'écrire beaucoup de choses sur l'écran. Normalement, vous voyez ces rectangles que chat possède. Normalement, le chien aura aussi ces rectangles et le lion aura aussi ces rectangles avec différents attributs. Donc là, nous avons les attributs. Donc les attributs sont des choses que les enfants de animaux domestiques possèdent. Donc nous savons que chaque animal, enfant de la classe parent, possède les noms et chaque animal possède quatre pattes. Pour cette raison, on n'aura pas besoin de recréer ces éléments dans le constructor. Nous avons ici constructor. On n'aura pas besoin de recréer ces éléments parce que ces éléments sont déjà dans la classe parent. Et ces enfants peuvent tout simplement hériter. Donc, ils héritent ces éléments, ces attributs de la classe parent. Et pour hériter, la première opération, là, j'ai extend. Donc, extend va nous permettre de prendre possession des attributs se trouvant dans la classe parent. Donc là, on a chat extend animaux domestiques que j'ai abrégé parce qu'il y a l'espace. Et à part ça, donc, non seulement ces animaux, par exemple, le chat hérite les attributs de la classe parent. En plus de cela, nous savons que, par exemple, le chat miaule, le chien aboie, le lion rugit. Bon, par exemple, ici nous avons, ok, donc on utilise extends pour prendre possession des attributs se trouvant dans la classe parent. Mais au plus de cela, nous savons que les chiens, par exemple les chats, miaulent. Nous n'allons pas retrouver les mêmes sons, par exemple dans chien ou lion. Donc ça sera un attribut un peu à part. Donc c'est un attribut spécifique, individuel à cette classe enfant. Et pour initialiser, parce que normalement il faut tout initialiser. Et pour initialiser par exemple le son, nous allons faire 10.son égale à 100. Et je vais montrer ça quand je vais commencer à écrire le programme. Donc il faut initialiser le son, il faut initialiser boolean chant. On va initialiser ça en faisant 10.chant égale à, par exemple, chant. Ça, c'est tout simplement pour dire, par exemple, si on a une question, on veut savoir est-ce que le chat chante? Puis la réponse sera vrai ou faux.
Et ici, quand on a Boolean chante, c'est tout simplement pour, je dirais, pour demander une question. Est-ce que les chats chantent? C'est une question que la réponse sera vrai ou faux. Et parce que la réponse sera vrai ou faux, on utilise Boolean, comme on l'a déjà vu. Après avoir écrit les constructors que je vais vous montrer, il faudrait utiliser super. On utilise super pour initialiser le constructeur qui se trouve dans la classe parent. Et la classe parent, dans ces cas, c'est animaux domestiques. Et après ça, il faudrait aussi initialiser un son et chante. Donc ça, c'est un peu l'idée générale de inheritance, hériter, comment les classes enfants héritent de la classe parent. Maintenant, je vais essayer d'écrire quelques codes, puis j'explique juste après. Ok, bon, là je viens juste de finir de tout écrire et il y a beaucoup de lignes, mais je vais essayer d'expliquer ça ligne par ligne, puis compile, puis run. Nous pouvons prendre référence l'autre exemple que nous faisions pour les animaux, donc c'est le même principe. Dans ces cas, nous allons prendre humain et dans la catégorie d'humain, nous allons prendre la classe homme, nous allons prendre la classe femme et nous allons prendre la classe enfant. Et si vous voyez très bien ces classes, toutes ces classes-là extendent humain parce que l'homme, la femme et l'enfant sont des humains, elles vont prendre des attributs, ces attributs comme nom et âge à partir de la classe parent. La classe parent dans ce cas, c'est humain. OK? Et comme je l'ai dit, nous allons initialiser les attributs. C'est de cette façon que nous initialisons. On appelle ça les constructeurs. Et le constructeur a les mêmes noms que la classe. Vous voyez, c'est public humain et la classe aussi s'appelle humain. Mais le constructeur a des parameters. C'est de cette façon qu'on appelle ça en anglais, des paramètres. Donc, ces paramètres vont nous permettre d'initialiser les attributs. Première partie, puis on utilise extends pour prendre possession des attributs se trouvant dans la classe parent. À part manger ou nous voulons savoir si
l'homme est méchant et qu'est-ce qu'il mange. Donc, ici, une fois de plus, il faudrait initialiser. Nous prenons ces attributs. Là, il y a nom, il y a âge. Mais une fois de plus, dans les paramètres, ici, nous avons méchant et nous avons mange, qui seront aussi inclus dans la classe homme. Et quand on utilise super, c'est pour initialiser le constructeur. Donc, un nom et un âge seront utilisés dans la classe parent. Et en addition de cela, parce que nous avons mange et méchant qui ne se trouvent pas dans la classe parent, ces deux-là seront initialisés comme d'habitude. Nous aurons 10, on utilise 10.mange et 10.méchant. Par exemple, ici, il y avait mange A. Là, faudrait dire 10.mange est égal à mange A. Donc, c'est de cette façon que nous allons initialiser. On initialise les choses, les attributs se trouvant dans la classe parent en utilisant super. Mais si ça ne se trouve pas dans la classe parent, on utilise 10. Je crois que là, c'est un peu clair. Comme nous le voyons ici, seront initialisés, vont remplacer nom et âge dans la classe parent. Et 10 mange, 10 méchant ne se trouve pas dans la classe parent, ça se trouve juste dans la classe homme. Nous initialisons ces deux juste en utilisant 10. Oui, on appelle ça setters and getters. Donc, on utilise les setters pour initialiser, pour mettre à jour. Oui, je crois que c'est ça les bons mots. Pour mettre à jour, on utilise getters pour obtenir. Par exemple, là, vous avez les noms. Si vous voulez changer les noms de la personne dans la classe homme, il faudrait utiliser setters. Et normalement, la façon dont on utilise setters, donc on dit public, void. Bon, ça, c'est les noms que j'ai choisis parce que c'est setters. Donc, je me dis set, ça sera plus facile. Donc, on initialise les noms. Ces paramètres vont remplacer l'ancien nom. C'est de cette façon qu'on initialise. Et pour obtenir ces noms-là, on utilise getters. Par exemple, là, il y a string parce que l'élément que nous allons retourner, c'est de type string. Et parce que c'est getters, je me suis dit, bon, on utilise juste getName. Mais ceci peut, bon, mais les noms peuvent varier. Vous pouvez choisir un autre nom. Il ne faudrait pas oublier aussi les parenthèses. Les parenthèses aussi sont importantes. Parce que c'est getters, il faut utiliser return. Donc, retourne-moi ceci. Et on va utiliser les mêmes principes pour les autres classes. Parce que là, nous travaillons avec homme. Il faudrait utiliser les mêmes principes pour la classe femme et les mêmes principes pour la classe enfant. Donc, j'ai copié-collé, puis j'ai changé quelques trucs. Par exemple, là, travail, bon, on peut dire, par exemple, elle travaille, par exemple, 8 heures par jour. Elle écoute la musique d'équipe, bon, par exemple, musique de Fali, quelque chose du genre. Donc, ça, c'est juste un exemple. Et il faudrait initialiser. Là, on a les constructors, on a setters, on a getters. Pour la classe enfant, même chose. Mais les paramètres, là, j'utilise string, boolean. Mais ça peut être, ça dépend du problème que vous essayez de résoudre. Donc, ça peut changer. Ça peut varier. OK. À ce niveau, bon, comme je l'ai déjà dit, dans Java, il faut toujours avoir une classe main. Parce que, et ça, c'est une chose importante. Par exemple, main, peu importe là où vous situez main. Par exemple, vous pouvez situer main au début, au milieu ou à la fin de votre programme. Mais quand vous dites compile puis run, le programme va chercher main d'abord, peu importe où main se trouve. Main peut se trouver au-dessus, main peut se trouver au milieu ou main peut se trouver en bas. Peu importe où main se trouve, c'est là où ce sera la première partie où le programme va chercher. Et c'est dans main qu'on appelle d'autres méthodes. Par exemple, quand vous appelez une méthode dans main, l'algorithme va chercher cette méthode-là en dehors de main, puis exécuter ce qu'il a à exécuter, puis retourner dans main.
Donc, c'est dans main où la majorité des choses se passent. Donc, c'est là où la magie opère. OK? Et ici, nous voyons que nous avons trois objets. J'ai créé un objet pour homme, pour femme, pour enfant. Parce que comme je l'ai déjà montré auparavant, pour accéder aux choses, pour accéder aux méthodes se trouvant dans ces classes-là, nous avons besoin d'un objet de cette classe. Et c'est de cette façon qu'on crée en utilisant new et on passe différents attributs. Par exemple, là, on a Alain 20 false poulet et frites. Si nous partons là, Alain, donc le nom de cette personne-là sera Alain, il a 20 ans, c'est false. Donc, si on demande est-ce que Alain est méchant, la réponse sera faux. Et string, quand on demande qu'est-ce qu'il mange, ça va dire que Alain mange les poulets et les frites. Parce que ce sont les attributs, parce que ce sont les paramètres qu'on donne à cette classe. OK. Et ici, par exemple, et ça sera de même pour les restes. Et ici, on demande Alain mange souvent. Puis on utilise l'objet de Alain. Mon objet a get mange. Et comme je l'ai dit, get mange, c'est getter. Donc, ça va retourner ce que Alain mange. Et ici, quand je dis set, donc on va changer. Donc, ça ne sera plus Alain, ça sera Sadiki. Et ici, quand on imprime, il s'appelle, ça ne sera plus Alain, parce qu'on a déjà changé les noms. Ça sera maintenant Sadiki. Et le même principe s'applique sur les restes, sur les autres classes. Maintenant, je vais essayer de compile, puis run, et voir les résultats que nous allons obtenir. OK. Si je vais essayer pour être en mesure de voir les deux, juste une seconde. OK. So, là, nous avons system.out.print. So, là, ça dit, Alain mange. Qu'est-ce que Alain mange? Alain mange mon objet A, that get mange. Si nous voyons Alain, OK. So, quand on dit get mange, ça retourne ce que Alain mange. Et quand nous retournons ici en bas, on a dit que Alain mange les poulets et les frites. Et là, ça imprime que Alain mange les poulets et les frites. Et on vient d'échanger, il s'appelle, ça dit que parce qu'on a utilisé set name. Et quand on imprime le nom, on dit il s'appelle, on veut savoir le nom, ça dit il s'appelle, ça dit que parce qu'on vient d'échanger, on utilise setters pour changer et on utilise getters pour obtenir les informations qui se trouvent dans les classes. Après cela, on a, ici on utilise mon objet B. Donc c'est pour la classe femme. On dit Alice écoute les musiques de Fali et elle a 25 ans. Donc, get name, son nom s'appelle Alice parce qu'ici, on a dit Alice, elle a 25 ans. Je crois que là, c'est le nombre d'heures qu'elle travaille, mais parce qu'on n'a pas imprimé cette information-là, ça n'apparaît pas. Et maintenant, là, pour la troisième personne, mon objet, c'est la troisième personne, l'enfant s'appelle Fatou, 12 ans, elle a un cartable noir. Et bon, je sais pas. Sur le troisième élément, c'est retard. Donc, nous voulons savoir si Fatou vient à l'école en retard. Et là, ça dit false. Non, elle ne vient pas à l'école en retard. C'est un peu ça l'idée générale des classes. Nous voyons comment est-ce que une classe hérite de sa classe parent. Parent class, c'est la classe parent, et les attributs que cette classe obtient, ces enfants classe peuvent hériter de ces attributs-là. Et on initialise les constructors qui se trouvent dans la classe parent en utilisant super. OK, je crois maintenant que vous avez une idée sur inheritance, comment ça fonctionne, comment est-ce que la classe parent a des attributs et les enfants, child class, les enfants classe, hérite de ces attributs-là. Et on initialise les constructors se trouvant dans les parents, dans la classe parent en utilisant super. On utilise extend pour prendre possession des attributs se trouvant dans la classe parent à partir de la classe enfant. Je crois que tout ça, juste avec pas mal de practice,
pas mal d'exercices. Tout sera bien et surtout courage et bye bye.